bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'Association des médecins anesthésistes et réanimateurs de Casablanca pour l'invitation afin d'en discuter à propos des nouveautés sur l'analgésie au cours de l'accouchement. Donc, on va essayer de voir en premier l'analgésie par péridurale et puis on verra les alternatives pharmacologiques et non pharmacologiques à cette analgésie péridurale. Donc on sait tous que le travail obstétrical c'est la période la plus douloureuse dans la vie d'une femme. Et bien sûr, ça peut avoir comme conséquence des conséquences psychologiques et émotionnelles, voire des conséquences émotionnelles qui peuvent durer des années après l'accouchement. Bien sûr, notre rôle en tant qu'anesthésiste et réanimateur va être d'essayer de traiter cette douleur et rendre cette expérience moins pénible. Et pour ça, on a plusieurs techniques. Il y a des techniques pharmacologiques et non pharmacologiques pour essayer de traiter cette douleur, principalement la péridurale qui, depuis des années jusqu'à maintenant, reste le gold standard. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer par l'analgésie péridurale en répondant à plusieurs questions. Pourquoi la péridurale, où, quand, comment, etc. Bien, pourquoi la péridurale? À part que ça va permettre une analgésie prolongée tout au long de la période, tout au long de l'accouchement, elle nous évitera l'anesthésie générale. Donc, par exemple, devant une césarienne en urgence, devant l'indication d'une césarienne en urgence, on ne va que convertir notre péridurale et donc ça va éviter l'anesthésie générale, ce qui va nous conférer une sécurité maternelle. Et en plus, même en postpartum, devant une hémorragie de délivrance, on peut réaliser une révision utérine, un examen sous valve avec suture des lésions juste sous péridurale. Il y a plusieurs études qui prouvent ça. Et même dernièrement, vous voyez, il y a une nouvelle étude publiée assez récente en avril 2022 qui prouve cette supériorité même chez les patientes atteintes de SARS-CoV-2 parce qu'on sait très bien que chez les patientes atteintes de SARS-CoV-2, l'intubation et la ventilation mécanique vont être, selon plusieurs études, c'est des facteurs de mauvais pronostic et pour éviter cette anesthésie générale, eh bien, la péridurale est une très bonne alternative. Là, c'est 40 essais qui regroupaient 11 000 patientes et qui comparaient la péridurale aux autres techniques analgésiques. Et là, on retrouvait qu'on allait avoir une meilleure satisfaction maternelle avec une meilleure efficacité sur la douleur si on utilisait une péridurale versus les autres techniques. Sans d'autant augmenter le taux de manœuvre instrumentale. Les douleurs lombaires chroniques post-accouchement, c'était pareil, et même les marqueurs néonataux, que ce soit l'APGAR ou l'issue néonatale, étaient comparables, et donc la péridurale garde son titre de gold standard. Il n'y a pas d'instant précis pour poser notre péridurale, il suffit que le travail commence. Dès qu'on a des contractions utérines avec une modification du col, eh bien là, on peut poser la péridurale. Selon des recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est des recommandations de bonne pratique, eh bien, il faudra offrir aux femmes qui le souhaitent une technique d'ALR sans limite de dilatation cervicale minimale exigée. Et donc, des fois, on peut être amené à poser la péridurale directement après l'admission des patientes en salle d'accouchement. Vous voyez ici, c'est 9 essais. Ils regroupaient 15 000 patientes. Ils ont comparé la pose précoce versus la pose tardive de la péridurale. Et on ne retrouvait pas de différence statistiquement significative sur la satisfaction maternelle, mais aussi sur le taux de manœuvre d'extraction instrumentale. On n'a pas besoin d'une salle de bloc, une salle opératoire. Il nous suffit d'avoir une salle d'accouchement avec un minimum, une source d'oxygène, du matériel d'aspiration, avec un chariot de réa, avec tout le matériel et les médicaments de réanimation, un moniteur bien sûr pour surveiller notre patient en continu. Actuellement, le taux de succès de la pose des péridurales s'est amélioré par l'écho-repérage, surtout chez les patientes à risque de ponction difficile. Le taux de plaquettes n'a pas changé, c'est toujours des plaquettes supérieures à 75 000, sans qu'il y ait une cinétique décroissante rapide ou un traitement anticoagulant. Pour les patientes sans antécédents, avec une grossesse qui s'est très bien déroulée, là, l'anamnèse hémorragique négative suffit. J'insiste sur le protocole, il faut que chaque service ait ses propres protocoles. Ça va permettre d'homogénéiser la prise en charge et en plus, ça va permettre une meilleure gestion des complications.
Là, c'est une méta-analyse publiée dans le BMG et qui montre, comme vous voyez ici, la majorité des études tendent vers l'utilisation de l'éco-repérage pour améliorer le taux de succès de la pose de péridurale. Pour la technique, j'en passe, c'est pareil, il n'y a pas eu de modification. Là, c'est une étude qui comparait la péridurale versus l'arachipérie combinée. Est-ce qu'on peut faire mieux avec l'arachipérie combinée? Eh bien, ce qui en sortait comme résultat, c'est qu'il y avait une satisfaction maternelle qui était pareille. Malgré que si on utilisait une rachipérie combinée, là, l'installation de l'analgésie était plus rapide, mais il n'y avait pas d'impact sur la satisfaction maternelle. Et en plus, avec une rachipérie combinée, il y avait plus d'effets secondaires, notamment plus de prurite. Sur cette étude, ils ne retrouvaient pas de différence statistiquement significative sur la capacité de mobilisation maternelle, sur l'hypotension maternelle et même sur le taux de césarienne avec issue néonatale. Une méta-analyse a eu l'idée de... Ils ont comparé une péridurale classique versus une péridurale avec ponction du sac dural. On ne faisait que ponctionner le sac dural. Pourquoi? Parce que ça va permettre, lors de l'injection de notre produit anesthésique, ça va permettre au produit de diffuser en intratécal. Et là, probablement, on allait avoir une installation de l'analgésie plus rapide. Et donc, ce qui est retrouvé, c'est que il y a une augmentation du pourcentage des patientes ayant une VA inférieure à 3 à la 10e et à la 20e minute chez ces patientes chez qui on réalisait une péridurale avec une ponction du sac dural. Donc l'installation de l'analgésie était plus rapide sans l'augmentation ou l'apparition d'effets secondaires ou les complications sont plus que si on utilisait une péridurale classique. Et là, Shaw et son équipe, ils ont eu l'idée de comparer les trois techniques. Péridurale classique versus péridurale avec ponction du sac dural et rachipérie combinée. Ce qui en sortait, c'est qu'il va y avoir un début significativement plus rapide si on utilisait une rachipérie combinée avec une moyenne de 2 minutes. Par rapport à la péridurale associée à la ponction du sac dural qui était de 11 minutes. Et enfin, la péridurale classique, là, l'analgésie s'installait après 18 minutes. En plus, si on utilisait cette péridurale avec ponction du sac dural, on allait avoir moins d'effets secondaires, moins d'hypotension maternelle, moins de prurite maternelle et moins d'hypertonie par rapport à la rachipérie combinée. Là aussi, une étude publiée en mai 2022, assez récente, qui compare la péridurale classique versus la péridurale avec ponction du sac dural chez les patientes avec un IMC supérieur à 35 et qui ne retrouvait pas de différence statistiquement significative sur le taux, sur les complications, mais aussi sur la satisfaction maternelle. Donc, avec une péridurale en ponctionnant le sac dural, on peut faire... ça serait une très bonne alternative à la péridurale. Pour les produits utilisés, eh bien, actuellement, toutes les études tendent vers la supériorité de l'anaropéine parce qu'elle va avoir moins de blocs moteurs. Mais je trouvais que sur plusieurs études, l'efficacité de la bupivacaine était comparable en matière d'analgésie. En plus, il faudra ajouter un adjuvant, notamment la sufentanil, parce que ça va permettre de prolonger la durée de l'analgésie en diminuant la dose des anesthésiques locaux. Donc, il faudra utiliser les adjuvants. Là, c'est une méta-analyse qui retrouvait que si on utilisait des concentrations faibles d'anesthésiques locaux, on allait faire pareil que si on utilisait de fortes concentrations des anesthésiques locaux, sans d'autant augmenter les complications. Au contraire, si on utilisait de faibles doses, on allait avoir moins d'effets secondaires avec une analgésie qui était pareille. Pour les techniques d'infusion, eh bien, de perfusion, d'injection de notre mélange d'anesthésique locale et d'adjuvant, bien, ça n'a pas arrêté de changer durant les dernières années. Actuellement, ce qu'on utilise, c'est la PCEA, parce que ça va permettre de réduire encore plus la dose de l'analgésique locale. Ça va permettre de réduire l'incidence des blocs moteurs et en plus, on va être moins appelé à gérer une douleur chez une patiente qui a une péridurale qui marche très bien. Il y a plusieurs régimes. Par exemple, on peut associer la PCEA à une perfusion continue de notre mélange. Sinon, on va associer cette PCEA à des bolus programmés, des bolus intermittents programmés. Et on a retrouvé que sur cette méta-analyse, que si on utilisait
les bolus intermittents programmés, on allait réduire encore plus la dose des anesthésiques locaux. Et pour le taux de manœuvre instrumentale, il était plus bas que si on utilisait une perfusion continue, avec une satisfaction maternelle qui était comparable. En plus, l'utilisation de ces bolus intermittents programmés a permis même de diminuer la dose de l'adjuvant, notamment ici c'est la fentanyl, et le nombre de bolus réinjectés chez ces patients. Pour les indications, c'est toute patiente qui désire avoir une péridurale, sauf contre-indication bien sûr, trouble de Grasse, une souffrance fœtale aiguë, état de choc, etc., HTIC, etc. Et là, il faudra penser aux alternatives pharmacologiques et non pharmacologiques à cette analgésie neuroaxiale. Donc pour les alternatives pharmacologiques, il y a la PCA, remifentanil, qui est une très bonne alternative au cas où il y a une contre-indication à cette analgésie neuroaxiale. Sur cette méta-analyse, sur cette revue de littérature, ils ont retrouvé qu'avec la PCA, si on la comparait aux autres opioïdes, que ce soit Oniv ou Oniem, avec la PCA remifentanil, on faisait mieux. On allait avoir une meilleure satisfaction maternelle avec une meilleure efficacité sur la douleur. Mais avec la péridurale, on va faire encore mieux. Avec la péridurale, on va avoir une douleur qui est moins importante et une meilleure satisfaction maternelle. La PCA remifentanil, sur cette étude, n'augmentait pas le risque respiratoire maternel. Alors que, bon, malgré qu'il y a plusieurs cas rapportés dans la littérature d'arrêt cardio-respiratoire chez ces patientes utilisant la PCA remifentanil. Pour le NO, eh bien, pour les études le comparant au placebo, trouve un soulagement de la douleur sous N2O, mais si on le comparait à la péridurale, eh bien, la péridurale fait mieux avec moins d'effets secondaires parce que si on utilise le N2O, on va avoir plus de nausées, vomissements, étourdissements et même une somnolence. Là, sur une étude de Priscilla, il a conclu que si on déclenchait le travail ou on utilisait des doses assez élevées d'ocytocine, eh bien, le NO ne marchait pas. Pour ce qui est des alternatives non pharmacologiques, eh bien, on va dire que la péridurale ou la PCA remifentanil va agir sur la douleur physique. Si on considère que notre gold standard va être de traiter la douleur physique et la douleur émotionnelle, eh bien, il faudra associer plusieurs techniques, une technique qui va agir sur la douleur physique et une technique qui va agir sur la douleur émotionnelle pour prendre en charge en globalité ou gérer en globalité cette douleur. Eh bien, ces alternatives non pharmacologiques sont regroupées en plusieurs chapitres, plusieurs entités. Soit on peut stimuler non douloureusement des zones au niveau du corps, par exemple l'immersion dans l'eau ou une stimulation transcutanée à faible intensité. Sinon, on peut stimuler douloureusement des zones au niveau du corps par acupuncture, acupression ou là, une stimulation transcutanée avec des intensités assez élevées. Sinon, en dernier, on peut agir sur l'anxiété maternelle en contrôlant la pensée par un accompagnement continu au cours de l'accouchement ou même de l'hypnose. Eh bien, pour les méthodes faisant appel à des stimulations non douloureuses, par exemple, l'immersion dans l'eau sur cette étude, cet essai de Silva, a conclu qu'on allait avoir une EVA inférieure si on utilisait une immersion dans l'eau versus pas d'analgésie du tout, mais quand même le VA de ces patientes a été de 8,5. Là, vous voyez que la majorité des études tendent vers l'utilisation de l'immersion dans l'eau versus pas d'analgésie du tout. Et en plus, on a tendance à penser qu'avec l'immersion dans l'eau, on allait avoir plus d'infections materno-fœtales. Eh bien non, c'est pareil. Même il n'y a pas d'hémorragie du postpartum ou plus que si on n'utilisait pas d'immersion dans l'eau. Et même le score d'APGAR était comparable. Il faudra juste travailler en collaboration avec les services d'hygiène du même centre. Pour la stimulation transcutanée, la comparant au placebo, ça marche très bien, mais il faudra plus d'études pour voir son efficacité chez la femme enceinte. Si vous voyez ici, c'est des patchs qu'on va relier à un boîtier et la femme, dès que la parturiente commence à avoir des contractions, elle va déclencher un stimulus. Probablement que cet influx nerveux va perturber l'influx nerveux au niveau de la moelle épinière et donc elle aura moins mal.
Pour l'accompagnement pendant le travail, là, cette méta-analyse a trouvé que ça allait diminuer le recours à d'autres techniques analgésiques en postpartum et en plus, ça améliore la satisfaction maternelle. Donc, ça pourrait être une bonne technique à essayer. Pour l'hypnose, eh bien, j'ai trouvé que c'était très contradictoire avec beaucoup de billets lors des études. Donc, il faudra probablement que les parturientes apprennent de l'auto-hypnose pendant la grossesse, ou sinon, c'est un praticien expérimenté qui doit la pratiquer. Pour les méthodes faisant appel à la contre-douleur, là, il y a plusieurs théories. Soit, quand on va stimuler douloureusement des zones au niveau du corps, ça va permettre de bloquer l'influx nerveux au niveau de la moelle épinière, ou probablement, ça va augmenter la sécrétion d'endorphines. Ces endorphines vont diminuer la sensation douloureuse. Une méta-analyse de John, comparant cette acupuncture à un placebo ou aux soins standards, voire à pas d'analgésie du tout, trouve la supériorité de l'acupuncture. Donc, pour conclure, probablement, l'analgésie péridurale reste le gold standard et ça va durer pendant plusieurs années à venir. Les techniques non-pharmacologiques vont être probablement des techniques complémentaires pour essayer de gérer la douleur en globalité. Merci pour votre attention. Merci, c'est Hussam, de cette mise au point qui est très intéressante et merci à la marque qui nous a permis cette réunion dans un cadre agréable. La parole est à la salle. Ça se voit, c'est Adib Meloul. Merci beaucoup, Hussam. Merci pour ce tour. Tu as bien conclu sur l'anesthésie continue. C'est juste pour des remarques, si je peux me permettre, elle n'est pas seulement, elle permet la césarienne, mais c'est l'élément majeur, clairement, il faut le répéter, qui a permis la réduction de la mortalité maternelle dans le monde. La péridurale, par la sécurité qu'elle va offrir, par le monitorage qu'elle va offrir, par toute la préparation et la gestion des accouchements, des instrumentations, de l'épisiotomie, c'est un élément majeur de sécurité qu'il faudra généraliser. Ce n'est aucunement un luxe, c'est une question de sécurité et obligatoire, avec toutes les particularités que tu as dit. Et actuellement, sa safety, elle est largement augmentée avec l'utilisation de concentration 00625. On n'est même plus au bloc moteur, on n'est même plus à tout, c'est extrêmement safe. Sa safety a été augmentée par rapport aux aléas qui peuvent survenir actuellement par l'arrivée de la nouvelle méthode de localisation de l'espace, les élastiques. Il y a des kits de péridurale qui contiennent des élastiques qui ont la perte de... Sinon, vous coupez un bout de gant et vous l'utilisez. Et ça, tous les risques de ponction d'urmérienne, de céphalée... Donc, la technique de l'élastique, ces 3 dernières années, est quelque chose qui devrait devenir la règle dans la technicité. Et puis, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, mais pour moi, ça me tient au corps, parce que c'est la base et c'est l'ancien. Et notre contexte de pays émergents fait que la majorité de nos patientes arrivent en retard, au-delà de 7 cm, que ce soit en privé ou en public, même à dilatation complète, et on ne leur offre rien, et on s'expose à beaucoup de complications. Et la bonne vieille rachianalgésie. La rachianalgésie est quelque chose, normalement, elle devrait couvrir 90% des accouchements qui surviennent, parce que c'est notre contexte, et elle est safe, taïa, et qui ne pose pas de problème. Et je ne sais pas pourquoi les anesthésistes ne l'offrent pas dans différents secteurs. Les maternités, notamment publiques, les femmes dans la salle d'accouchement au-delà de 7 cm. Donc la rachianalgésie, normalement, devrait couvrir la majorité des situations. Voilà. Oustad Nassik. Oui. Donc, merci beaucoup, Oustad Bakhtiar. Donc, je reviens merci beaucoup pour cette revue transversale des moyens analgésiques. Sur le plan pratique, est-ce que vous pensez sur le plan organisationnel la surveillance de la péridurale? Est-ce que c'est une affaire d'anesthésiste ou de sage-femme? Parce que vous faites la péridurale et vous quittez la salle. C'est ça. Comment vous faites sur le plan pratique? Normalement, il faudrait y avoir une collaboration entre l'équipe des anesthésistes et les sages-femmes.
bien sûr, l'équipe de gynéco-obstétrique, normalement, c'est les sages-femmes qui devraient être formées à gérer cette péridurale, à surveiller, mais au moindre problème, ils doivent appeler l'anesthésiste réanimateur, mais normalement, c'est des sages-femmes qui doivent être D'accord. préparées à surveiller. D'accord. Deuxième question pratique. PCEA ou seringue continue? En pratique, qu'est-ce que vous faites PCEA. dans votre pratique? Non. Dans notre pratique, c'est la perfusion continue. C'est plus safe. Mais selon les dernières recommandations et selon les dernières publications, c'est la PCEA, voire le programme de bolus intermittent. Ça a permis de réduire encore plus la dose des anesthésiques utilisées et on a moins d'extraction instrumentale. Donc, c'est la PCEA. Mais en pratique, ça sera plus difficile de gérer. D'accord. Troisième question, je vais insister sur l'arachie en fin de travail. Oui. Donc, je voulais poser la question pour votre protocole local. Merci beaucoup. Protocole local, il est en cours on n'a pas encore un protocole très défini. On essaie de faire notre protocole du service, mais en fin de travail, ce qu'ils utilisent, c'est la rachis péri en fin de travail, sinon c'est une rachis. Après 7 cm, on peut proposer une rachis péri, une rachis analgésique, et après la péridurale, on va la brancher, on ne va pas injecter de bolus, on va la brancher directement à la perfusion ou au programme de bolus intermittent à la PCE. Je vais répondre et poser un certain nombre de réflexions. Alors la première, nous on a démarré la rachis analgésique en 2000 avec le professeur Miguel. On a utilisé plusieurs sauces. Et la conclusion, c'est qu'il y avait de la prostagmine, il y avait le midazolam, etc., la clonidine. Et on est revenu sur ça et on a pris la décision de prendre un demi-cc de marquéine 0,5 et un demi-cc de fentanyl. C'est-à-dire un demi-cc de 0,5, il y a 0,25 de bupivacaine 0,5 et 12,5 donc de, 25 gamma de fentanyl. Et c'est un protocole qu'on utilise actuellement, qui m'a été dit par Oustad Adib. Effectivement, quand malheureusement une dame qui arrive, le plus souvent c'est le cas de toutes les maternités donc du Maroc, il arrive à un stade avancé, à 6 stades de dilatation, il faut lui proposer cette rachis analgésique, ça permet de couvrir aussi bien l'accouchement, éventuellement une épisiotomie. Mais il y a des conditions. On ne peut pas se permettre la rachis analgésique, c'est une dame qui a une grossesse gémellaire, c'est une présentation transverse. Il faut que la présentation soit correcte, c'est-à-dire une présentation céphalique. Transverse au siège, c'est très difficile que cette rachis analgésique puisse durer dans le temps. Et on l'a fait, c'est des primipares, on n'avait pas besoin de monitorage. Il n'y a jamais d'hypotension, on n'a pas besoin de contrôler ni de surveiller la malade. Alors, ça c'est la rachis analgésique. Concernant la PCEA versus analgésie, donc à la seringue autopousseuse. La PCEA, sincèrement, je ne crois pas qu'il existe chez toutes les maternités du Maroc, au moins certaines maternités. J'étais en France, ce qu'ils utilisent eux, c'est à la seringue autopousseuse. C'est la sage-femme qui s'occupe donc de la surveillance de la dame, et même ça lui arrive de me dire, ça y est, tu me mets une dose colle. Sincèrement, dans ma pratique courante, je souhaite avoir des injections à la demande. Et en plus, il faut avoir des cathéters multiperforés, parce que quand il s'agit d'un cathéter uniperforé, et quand on a une seringue autopousseuse, le produit va se délivrer dans la même zone. Il est décrit des transients neurologiques, c'est-à-dire des déficits neurologiques transitoires, parce que le produit d'anesthésie, il se jette dans la même zone. Donc l'idéal, c'est d'avoir un cathéter multiperforé. Si vraiment on n'avait pas le choix de mettre une seringue autopousseuse. Mais l'idéal, c'est de mettre des injections à la demande, comme ça, ça évite le cumul et des effets secondaires. Moi, juste une question. Qu'en est-il des céphalées post-rachis? Quelles sont les possibilités thérapeutiques que vous utilisez chez vous? Quelles sont les... C'est-à-dire les possibilités thérapeutiques dans les céphalées post-rachis. Bien, par exemple, est-ce que si on utilise pour la rachis péri combinée, on peut utiliser des trocars de 27, mais ça ne marche pas très bien. Donc on peut utiliser, par exemple, si vous avez une patiente qui a besoin d'une rachis péri, si
on peut faire l'arachie péri avec des aiguilles de 27, ça diminue le risque de céphalée post-rachis. Sinon, si elle a besoin d'une péridurale avec ponction du sac dural, là on peut utiliser des cathés de 25 et là aussi, ils n'ont pas retrouvé beaucoup de céphalée post-rachis. Pour les traitements, soit on peut faire un blood patch, ça marche très bien, mais actuellement, on peut le retarder jusqu'à 3 jours après l'apparition des céphalées post-rachis. Ouais, tu sais, normalement c'était dans les premières 24 heures. Mais ce que j'ai retrouvé actuellement, il faut attendre jusqu'à 72 heures en utilisant de la prégabaline ou de la gabapentin lors de ces 3 jours. Mais selon les anciennes recommandations, c'est durant les 24 heures. Sinon, il y a 2 autres techniques assez récentes. C'est le bloc du nerf occipital en bilatéral. Le bloc du nerf occipital en bilatéral où on peut anesthésier un ganglion sphénopalatin par l'intermédiaire de la xylocaïne par voie narinaire. Justement, j'allais vous dire ça. Est-ce que vous avez de l'expérience dans ce sens-là? Non, pas du tout. Parce qu'effectivement, on ne fait que le bloc patch. Alors, effectivement, il y a le bloc du ganglion splénopalatin qui est au niveau de la région ptéropalatine. Il est décrit, c'est une technique anodine. Moi, je n'ai pas de l'expérience, on compte la faire prochainement. C'est comme les écouvillons donc pour le SARS-CoV-2. On met de la lidocaïne et on le met au niveau du ganglion splénopalatin. Ça, il est aussi comparatif que la péridurale dans le céphalée post-rachis, mais sincèrement, c'est un travail que on va aller démarrer, on n'a pas d'expérience dans ce sens. Oui, mais apparemment, alors, il y a 2 personnes là, parce que quand même, c'est Satara, on bade. Et on ferme la parenthèse par la suite. Merci. Juste deux petites questions ou la remarque. La première pour l'arachimorphine, vous avez dit le protocole Ciselmi, marcaïne et un peu de Fenta. Est-ce que l'arachimorphine seule, on peut l'utiliser? Vous l'avez comparé par rapport à des premières questions. Deuxième question, pour les techniques pharmacologiques. Tu as parlé à Hussam N2O ou le rémifentanil. Le PCA sulfentanique. Il y a d'autres techniques, mais j'ai oui. pas... Non, juste pour les 2 hado. Est-ce qu'il y a des répercussions pour le bébé? Alors, concernant la morphine, il y a hydrosol, fentanyl et les hydrosol. Donc, ça veut dire que l'action est immédiate d'une césarienne. La durée d'action est beaucoup plus longue. Nous, on n'a pas cette expérience et également il n'y a pas de morphine. Il y a le fentanyl 25 gamma et un demi-cc de marcaïne à 0,5. Il n'y a pas de morphine parce que la morphine, ça va avoir un effet tardif et la morphine seule, je n'ai pas d'expérience pour te dire quelque chose. Je ne crois pas que faire une analgésie dans les médias. Donc pour les morphiniques, ils traversent la barrière hématoencéphalique, même la rémifentanil. Si on respecte les périodes réfractaires, normalement, ça n'a pas de répercussions, mais il faudra que les pédiatres et les réanimateurs soient avisés. Merci Hussam. Donc, vous voyez que Hussam, dernière question. Bien sûr. Petite remarque. Donc, je parle sous contrôle de mes aînés ici présents. C'est juste parce que c'est un sujet qui nous interpelle tous. Concernant les contre-indications souffrance fœtale, peut-être, ça peut être une indication péridurale, surtout quand on a une hypersénésie. C'est juste pour les jeunes. Pour la technique, je pense que la technique que le professeur Adib a décrit, c'est juste parce que... surtout l'élastique. Et puis, garder les 3 cm à l'intérieur. C'est juste pour éviter une latéralisation. C'est très important si on veut partir pour une césarienne, si jamais. Pour la pause, c'est-à-dire précoce, oui, sont injectés. Je pense qu'on attend quand même pour imprimer les 2 cm parce qu'il se peut qu'il s'agisse d'un faux travail. Et puis la question pour le bilan, moi ça m'interpelle pour le bilan. Est-ce que vous le demandez en systématique avant de poser une péridurale? Normalement non. Selon toutes les études, il faudra, si on a une grossesse normale, une grossesse qui s'est très bien déroulée. Vous définissez une grossesse normale? Une patiente, il n'y a pas de prééclampsie. Bon, c'est une grossesse bien suivie, normale, sans antécédents. C'est un score de hémostop qui va être inférieur à 2, inférieur ou égal à 2. Donc, il n'y a pas de risque hémorragique. L'anamnèse hémorragique est négative. Mais après,
Il y a des protocoles qui demandent les plaquettes systématiquement un mois avant la péridurale. Un mois. Un mois. Normalement, c'est ce qui est normalement, recommandé. oui. Selon la société Premier française, c'est un taux de plaquettes au 3e trimestre. Troisième trimestre. Un mois. C'est ce qui a été recommandé par la société française. Là, oui, Normal, il n'y a pas de discussion. Alors, s'il vous plaît, merci pour les orateurs.